Salut tout le monde, côté micro, c'est Mahdi Kantawi, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 12h35 sur le plateau d'RTCI. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Talar Dlissi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trablsi côté création de contenu digital. Donc autour de midi, en ce jeudi 20 novembre 2025, j'ai le plaisir de recevoir parmi nous sur le plateau d'RTCI une invitée pour parler d'un sujet toujours d'actualité et qui concerne la plupart de nous, à savoir addiction au tabac, enjeux de santé, impact sur nos jeunes et les pistes pour s'en sortir. Le tabagisme, ce fléau mondial qui continue de menacer la santé de millions de personnes, adolescents et adultes, alors que les cigarettes sont souvent perçues comme un geste banal, une habitude sociale ou un moyen de gérer le stress. Elle cache en réalité des risques graves, parfois irréversibles, sur le corps et l'esprit. Et puis, inquiétant encore, donc de plus en plus de jeunes et d'adolescents s'y laissent attirer et pensant y trouver un signe de maturité ou d'indépendance. Allez, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mon invité. Il s'agit de Dr Fetendris, qui est médecin, tabacologue et addictologue à l'hôpital Razi. Elle est également experte en communication. Bonjour Dr Fetendris et soyez la bienvenue parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Mehdi, merci pour l'invitation. Alors, c'est votre deuxième passage avec moi donc, durant ce mois de novembre. Alors, à quoi nous ramène le novembre bleu et quel lien avec le tabac ? Le novembre bleu, c'est le mois de lutte contre les cancers masculins. Et en tête de liste, bien sûr, le cancer du poumon, oui, mais toute l'autre panoplie de cancers masculins qui sont directement liés au tabagisme de par la cancérogénèse, à savoir le cancer de la vessie, les cancers ORL, larynx, cavum, les cancers digestifs, l'estomac notamment, le côlon, etc. Et rappelons aussi que le tabac, il est incriminé dans la cancérogénèse du cancer du sein. Ne l'oublions pas. D'accord. Ah, très bien, je viens de l'apprendre alors. Alors, comment on peut définir aujourd'hui le tabagisme en tant que problématique de santé publique en Tunisie et dans le monde ? Absolument, il s'agit d'un problème de santé publique à cause des chiffres d'abord, puisque maintenant on a pratiquement un homme sur deux en Tunisie qui sont fumeurs. Il y a une féminisation du phénomène, de plus en plus de femmes sont tabagiques. Il y a un âge d'initiation, c'est-à-dire la première fois où on a commencé, la première expérience avec la cigarette qui est de plus en plus jeune, vers 13 ans en moyenne. Et ça, ce sont les chiffres de l'enquête Medspad en 2021. 2025, c'est de plus en plus grave. Et puis, c'est en lien étroit avec la consommation d'autres substances psychoactives, notamment le cannabis. C'est devenu un couple pratiquement indétrônable chez les jeunes. Surtout, de nos jours. Surtout, et c'est vraiment alarmant du moment que c'est une maladie qui est menaçante pour la santé du Tunisien. Très bien. Alors, du point de vue médical, qu'est-ce qui fait du tabac une substance aussi addictive ? Le tabac est générateur d'une addiction comme toutes les autres substances psychoactives, puisqu'il agit directement sur le cerveau à travers la nicotine. On a physiologiquement des récepteurs au niveau du cerveau humain qui sont des récepteurs nicotiniques sur lesquels va se fixer la nicotine et il y aura une cascade de réactions chimiques, de potentiels d'action qui vont générer un fonctionnement et un enclenchement du circuit de la récompense qui, comme je l'ai expliqué la dernière fois, est responsable de l'installation de l'addiction et de cette consommation parfaitement compulsive qui résiste à tout contrôle. Alors, les cellules qui reçoivent la nicotine, avant, ils n'étaient pas là. Ces cellules-là, non, elles sont dans notre organisme normalement et physiologiquement. Et le nombre de ces cellules et leur affinité et leur sensibilité à capter la nicotine
elle va évoluer au fil des temps selon le profil tabagique, c'est-à-dire plus on fume, plus ces récepteurs sont de plus en plus avides et ils vont demander des quantités de nicotine plus importantes et c'est la définition même de l'addiction. Au fait, toute substance qu'on consomme, on va la consommer au fil du temps avec des quantités plus importantes. On a un besoin de plus en plus croissant pour obtenir le même résultat qu'on avait auparavant. D'accord, c'est clair. Alors, comment se met en place la dépendance chez un fumeur et pourquoi est-il si difficile d'arrêter ? Au fait, la dépendance, c'est une question pertinente parce que parfois, on a tendance à croire que la dépendance ne va s'installer qu'à partir d'un nombre très important de cigarettes fumées par jour. Oui. Il y a certaines personnes tabagiques qui se félicitent de ne fumer que 3, 4, 5 cigarettes par jour et se confortent dans l'idée qu'elles ne sont pas addictes. Oui. Au fait, il y a plusieurs paramètres qui déterminent l'installation de l'addiction. Comme je l'ai mentionné la dernière fois, il y a des facteurs individuels. On est même génétiquement programmé pour être un prochain addict, c'est-à-dire une personne qui commence à fumer la première cigarette, elle a plus de probabilité pour avoir envie de fumer une deuxième, une troisième fois jusqu'à devenir addict. Il y a les facteurs de notre vécu, il y a le profil de personnalité, il y a l'environnement, le contact avec les pairs, notamment chez les jeunes et avec les fumeurs de manière générale. Mais le point sur lequel j'aimerais insister, que c'est une question qui n'est pas forcément lié à un nombre important de cigarettes. Il y a aussi la chronicité dans le temps. Plus on fume depuis longtemps, plus on va s'enfoncer dans l'addiction et plus les effets sur la santé, sur les autres organes vont être plus alarmants, mais aussi les effets sur le cerveau vont devenir de plus en plus profonds. L'addiction, elle va passer de légère à sévère. D'accord. Alors, on voit aujourd'hui de plus en plus d'adolescents commencer à fumer très tôt. Quelles sont selon vous les raisons principales de cette entrée précoce dans le tabagisme ? En fait, la raison principale, c'est que le cerveau n'est pas encore mature. On l'a bien dit, il est en croissance jusqu'à l'âge de 25 ans. Avant cet âge-là, il est encore vulnérable, c'est-à-dire il va avoir une vulnérabilité accrue à tomber dans le piège de l'addiction. Et puis, le profil de personnalité n'est pas encore bien stabilisé et bien constitué chez un adolescent. Il est en cours de fignolage. Ça se sculpte jour après jour au fil des années jusqu'à arriver à l'âge adulte. Et puis, il y a aussi l'influence des facteurs environnementaux. Les jeunes sont plus sujets à être dans des conditions favorables au tabagisme. Les festivités, être en boîte de nuit, être en soirée avec les pères qui sont fumeurs, avoir aussi l'influence des parents à domicile. Un ado qui a une maman ou un papa qui fume à la maison, il a beaucoup plus de probabilités, si ce n'est du 100%, à devenir plus tard tabagique. Mais ils vont commencer à fumer passivement tout d'abord. Absolument, le tabagisme passif, c'est déjà la porte d'entrée pour devenir actif un peu plus tard. Très bien. Alors, quels sont les signaux d'alerte chez un jeune qui commence à développer une addiction ? Au fait, les signes d'alerte, comme pour toutes les autres addictions, c'est pareil pour le tabagisme. D'abord, tout changement dans le comportement, c'est-à-dire on va remarquer que notre fils ou notre fille, il n'est plus le même. Un comportement qui est devenu agressif, plus irritable, ou au contraire, il est plus ralenti, il a plus tendance à être dépressif, à déprimer, à s'isoler dans sa chambre. C'est bien, donc on peut dire que ce message il est adressé aux parents. Absolument. Comme ça, ils vont pouvoir contrôler leurs enfants. Pour être vraiment alertés dès les premiers signes. Et intervenir au bon moment. Exactement, le plus précocement possible. Et puis, il est anxieux, c'est-à-dire au moindre événement de vie stressant,
il a des difficultés à gérer son stress. Il stresse beaucoup plus facilement. Il a des difficultés à gérer sa colère. Il peut avoir des problèmes de concentration. Il peut avoir des troubles du sommeil parce que la nicotine, c'est une substance psychostimulante. Elle va exciter le cerveau. Donc, elle va nous empêcher de dormir. Et là, j'attire l'attention aux gens qui fument juste avant de s'endormir le soir. Pas bien du tout, alors là, ça va engendrer de plus en plus ces troubles du sommeil-là. Et puis, ça peut aller jusqu'à un retentissement scolaire ou sur la vie familiale et sociale. Très bien. Alors, avez-vous des chiffres récents en Tunisie ou à l'échelle mondiale sur la mortalité ou la morbidité due au tabac? Absolument. Le tabac, il est déjà la première cause à l'échelle mondiale de mortalité évitable. C'est une cause évitable. Il figure parmi l'un des 8 principales causes de mortalité dans le monde et c'est un facteur de risque qui est corrélé à 5 parmi ces 8 causes de mortalité. Il a tué pratiquement 1,5 milliard de personnes. Et ces chiffres-là sont liés au tabagisme actif auxquels s'ajoutent les chiffres de mortalité liés qui dépassent 1 million pour le tabagisme passif. En Tunisie... Mais sur une durée de combien de temps? Ça, ce sont les chiffres de 2019. D'accord. Ce sont des chiffres annuels. Et puis, on a en Tunisie un statut qui n'est pas très loin de cela. Et surtout, il est très alarmant pour les jeunes, même si on s'intéresse à la santé des adultes aussi, qui, comme je l'ai dit, ils sont tabagiques avec une prévalence qui dépasse les 40% entre hommes et femmes. Mais les jeunes, on s'inquiète pour leur santé parce que plus on commence à fumer précocement à l'âge jeune, plus les problématiques de santé vont apparaître plus rapidement et plus on va devenir addict plus rapidement. On a plus de chances d'évoluer rapidement vers l'addiction. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'en 2021, en posant la question à ces jeunes-là, combien estimez-vous la facilité d'accès à la cigarette? 28% ont répondu qu'elles sont faciles d'accès. Donc, il y a quelque chose auquel il faut faire attention. 26% pour le narguilé, qui devient un phénomène aussi à la mode, même parmi les filles. Et puis, en matière de prévalence de la consommation, on a pratiquement pour la cigarette classique presque 25% des jeunes scolarisés entre 16 et 18 ans qui fument, dont plus de 40% sont des garçons et pratiquement 14% sont des filles. Pour le narguilé, on a pratiquement 9% de filles qui utilisent le narguilé et 20% entre les deux sexes. Et la cigarette électronique. Très bien. Alors, la cigarette électronique, Mahdi, on a 40% de garçons qui utilisent la cigarette électronique et pratiquement 15% de filles. Quand même. Hein. Alors, quelles sont les maladies les plus fréquentes et les plus graves directement liées au tabagisme? Au fait, les maladies, elles sont connues de tous. Je ne vous apporte rien de nouveau, à part tout ce qui est maladies cancéreuses que j'ai souligné en début. Il y a toutes les pathologies cardiovasculaires, à commencer par la pathologie ischémique, c'est-à-dire les infarctus. On a des dérèglements des chiffres tensionnels, de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le corps va palpiter plus rapidement, on va avoir des palpitations, on va avoir une gêne respiratoire jusqu'à évoluer progressivement vers l'insuffisance respiratoire chronique, c'est-à-dire le tabagique, il va se retrouver un jour essoufflé, ça commence petit à petit, il ne va pas pouvoir remonter une pente, puis les escaliers, puis ça devient même avec des efforts minimes, même de la vie quotidienne, et puis on peut évoluer à long terme, à être amené à être tout le temps sous oxygène, ce qui est assez grave pour notre santé. D'accord. Alors, les cigarettes électroniques sont-elles réellement une alternative moins dangereuse ou présentent-elles, elles aussi, donc, des risques importants pour la santé des jeunes? Les jeunes en Tunisie font leur porte d'entrée
avec le tabagisme à travers la cigarette électronique de nos jours. Donc ils pensent que ce n'est pas aussi grave que la c'est cigarette. safe, que c'est carrément safe. Ouais. Et puis c'est un phénomène à la mode. Il y a cette banalisation au niveau de la société de ce phénomène-là. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils vont être pris au piège, qu'ils vont commencer à vapoter de plus en plus fréquemment jusqu'à se retrouver en train de passer à la cigarette classique. Donc le message clé, faites attention, si vous n'avez jamais touché à la cigarette, si vous commencez par le vapotage, vous allez forcément finir tabagique. Voilà, c'est clair. Alors, quels sont les effets du tabagisme passif, notamment sur les enfants et l'entourage surtout? Par rapport aux enfants, n'oublions pas le risque de tabagisme passif et leur exposition au tabagisme passif. Donc, ils vont commencer eux aussi à développer des problèmes respiratoires, même très jeunes. Ils vont avoir de plus en plus d'infections bronchopulmonaires. Ils vont faire des syndromes grippaux plus fréquemment, des bronchites, des angines, etc. Ils vont avoir des résistances aux antibiotiques parce que les germes vont être plus résistants et plus virulents. Ça va retentir sur leur scolarité, ça va donner un taux d'absentéisme important à cause de ces maladies-là, de ces surinfections. Ils vont aussi avoir, tout comme l'adulte, des problèmes digestifs, mal à l'estomac, de l'hyperacidité gastrique, un problème de reflux le matin. Ils vont avoir des difficultés à se concentrer par rapport à leur santé mentale, à dormir le soir, comme je l'ai bien expliqué. Donc, les jeunes, ils sont beaucoup plus vulnérables, que ce soit en matière de santé mentale et d'addiction, aussi en matière de santé physique. Très bien. Alors aujourd'hui, quelles sont les méthodes de sévrage tabagique les plus efficaces selon la science? D'abord, le sevrage tabagique doit être conduit selon une approche addictologique. C'est-à-dire, on va traiter le tabagisme comme addiction. Comme toutes les autres addictions, on ne va pas ramener le patient et prescrire juste une ordonnance ou un médicament. Au-delà du traitement médical qui est principalement basé sur la substitution nicotinique, c'est-à-dire on va donner des produits, notamment les patchs, qui sont un dispositif médical, j'insiste, sous ordonnance médicale, parce que je vois beaucoup de gens qui ramènent des patchs sur commande de l'étranger, qui imitent le voisin ou quelqu'un dans la famille sans avoir un accompagnement médical. J'insiste qu'il y a un dosage, qu'il y a une période d'utilisation à respecter. Alors, on n'est pas sûr du résultat. Non, c'est pas qu'on n'est pas sûr du résultat. Il faut que ça soit conduit sous encadrement médical pour que ça soit efficient et pour aboutir à ce résultat-là. Et puis, surtout, il faut que ça soit couplé à la psychothérapie. Du moment que c'est une addiction, du moment qu'il y a une composante, comme toutes les addictions psycho-comportementales, il y a le côté psychologique, c'est-à-dire je fume pour me soulager d'un certain malaise ou pour avoir un effet plaisant, un effet agréable, mais qui est certainement éphémère et qui va céder la place à une souffrance, puisqu'il y aura l'installation des signes de sevrage, ce qu'on appelle communément le manque. Je vais devenir irritable, dépressif, anxieux, le soulagement n'est qu'immédiat et après, la donne va s'inverser pour donner place à des effets désagréables et gênants et impactant notre fonctionnement au quotidien. Mais il y a aussi le côté comportemental, l'habitude, l'installation de cet automatisme à avoir la cigarette entre les mains, à avoir la cigarette dans la bouche. Tous ces automatismes-là, on ne peut les combattre et qui sont souvent un frein et une cause d'échec du sevrage lorsqu'il n'est pas encadré médicalement. Ils doivent être sujets à une psychothérapie bien conduite, notamment les thérapies cognitivo-comportementales, mais aussi il y a aussi un problème de motivation.
comme toutes les addictions. Tout à fait. Un tabagique peut avoir de la difficulté à prendre la décision, Oui, tout à fait. à se séparer de sa cigarette, Oui. même s'il connaît tous les effets néfastes possibles et imaginaires, parce qu'il a perdu le contrôle de sa consommation. Donc, on va travailler sur sa motivation avec la thérapie motivationnelle. Très bien. Alors, combien de temps en moyenne faut-il à un patient pour sortir de la dépendance? Au fait, le travail bien conduit, basé sur la psychothérapie, vraiment 80% de psychothérapie nécessite plusieurs mois, pas moins de 3 mois d'accompagnement. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, parfois plus, selon le profil tabagique, parce que chaque tabagique est différent d'un autre. C'est vraiment une prise en charge à la carte, personnalisée et individualisée, qui répond déjà à la demande de notre patient et puis qui répond à toutes les problématiques qu'il a, à toute la gêne qu'il a dans sa vie quotidienne. S'il y a un trouble psychique qui était la cause, soit la conséquence de l'addiction, on va s'atteler à travailler sur ça. Donc, on aura peut-être besoin de conduire une psychothérapie d'écoute et de soutien, par exemple, chez un sujet déprimé, qui va demander un travail en amont, qui va durer quelques semaines déjà pour stabiliser une dépression avant d'attaquer un sevrage tabagique, etc. Très bien. Alors, la motivation seule suffit ou faut-il systématiquement un accompagnement médical? Au fait, excellente question, parce qu'un tabagique peut parfaitement se sevrer tout seul, n'est-ce pas, Mahdi? Oui. Il y a des gens qui arrivent à quitter leur cigarette tout seul. Mais pourquoi la présence d'un professionnel, notamment, va certainement aider et être souhaitable et profitable à notre patient tabagique? Déjà, ça va faciliter tout le process parce qu'on va être aidé par cette psychothérapie qui va nous accompagner, qui va nous soulager. Déjà, avoir quelqu'un à l'écoute, cette écoute active et empathique lors des entretiens, elle va mettre le patient tout de suite en souffrance, à l'aise dès le premier entretien. Se savoir écouter, avoir quelqu'un qui s'intéresse à sa problématique. Et puis, à chaque fois que la motivation va baisser, parce que la motivation, elle n'est pas en plateau, ça va et ça vient. Il y a des jours où on est moins motivé que d'autres. Oui. Donc, le thérapeute va être là toujours pour donner ce coup de pouce en avant pour ramener la motivation à son niveau souhaitable. Et puis, surtout, il va répondre aux problématiques, à toutes les difficultés rencontrées par le tabagique durant ce process et apporter des solutions. Très bien. Alors, rapidement, quel message fort souhaitez-vous adresser aux fumeurs, mais aussi aux jeunes qui pensent donc que fumer est un signe de maturité? Rapidement. Absolument. On n'est pas plus mature en ayant une cigarette à la main. On n'est pas plus viril, on n'est pas plus masculin. On ne va pas s'affirmer. On va s'affirmer en travaillant nos compétences de vie. On va travailler notre confiance, notre affirmation de soi. On va être quelqu'un qui est vraiment, qui a du succès dans la vie, dans sa scolarité, dans sa profession, socialement aussi. C'est comme ça qu'on va être à un niveau d'autosatisfaction personnelle et certainement pas à cause de la cigarette et certainement pas rechercher aussi à satisfaire l'autre et cette image sociale parce que finalement, on est addict, on est esclave de cette cigarette et personne n'aimerait être esclave. Absolument, très bien dit. Alors, l'interview touche à sa fin. Merci, Dr Fetten Driss. Je rappelle que mon invité était Dr Fetten Driss, qui est médecin, tabacologue et addictologue à l'hôpital Razi. Elle est également experte en communication. Dr Fetten Driss, merci pour ce bel échange par rapport au sujet d'aujourd'hui, à savoir addiction au tabac, enjeux de santé, impact sur les jeunes et les pistes pour s'en sortir. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Tarek Drissi pour sa précieuse collaboration technique et Rim Trebelsi côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mahdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver dans Académix, Panache et Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye!